Je suis rentré en août 72. Donc en août 72, j'étais un petit jeune qui sortait du CUT des Cadreville. Alors à l'époque, c'était entre de choisir la DCN et l'Arsenal et voir l'IE éventuellement. Et donc, moi j'attendais un peu la réponse de la DCN, ça tardait, et puis je suis rentré au CMN donc en août 72 après un examen de dessin industriel comme chaudronnier. Parce qu'à l'époque, c'était Pat de Pille, tu as connu Pat de Pille, qui nous faisait, c'était le Joli. Parce qu'il y avait un autre, c'était le Joli. Et donc, on était embauchés là-dessus. Et puis, en 8 jours, même pas, à la fin du dessin, on disait, tu es embauché comme P1, en fonction du résultat du dessin. D'accord. Mais tout le monde était embauché comme P1 ou... Non, en fonction des défauts. Si c'était une pièce usinée, qui était cassée, il fallait refaire le dessin et te refaire le détail de la pièce pour la reconstruire. Donc, soit que tu étais OS ou P1. Et donc, moi j'avais été embauché. J'ai un collègue qui est malheureusement décédé, c'était Riquet. Il a été embauché avec moi en même temps comme OS, lui, parce qu'il y avait un défaut dans les cotations. C'était ça l'examen. On est rentré dans la même équipe. Et de là, on rentrait au CMN. Et il y avait 2 forces syndicales, la CGT et la CFDT. Et puis, on venait de voir... est-ce que tu prends ta carte ou tu ne prends pas ta carte? Alors avec ta conviction, tu acceptais de prendre telle organisation ou pas. Moi, j'avais des convictions syndicales datant de mon père et puis de ma famille. C'était la CGT. Donc je rentrais. Donc pendant 2 ans, puisque en 1974, il y a eu un conflit où on réclamait une augmentation de salaire de 100 francs à l'époque. Alors on s'est battu pour avoir les 100 francs, ça n'a pas duré longtemps, puisque la réponse fut 250 licenciements. En 1974, c'était la réponse de l'entreprise, 250 licenciements. Alors, la chose qui s'est passée, c'est que malheureusement, les organisations syndicales n'ont pas été suivies pour défendre l'emploi, puisqu'il y avait tellement, entre guillemets, c'est pas, faut pas croire qu'il y avait des centaines et des milliers, mais il y avait de l'emploi, donc les gens, ils allaient rendre leur caisse et ils partaient, ils réclamaient la liste, ils réclamaient les noms pour donner leur caisse pour aller à l'IE, parce qu'à l'IE, on travaillait nuit et jour, voire le samedi, le dimanche, les jours fériés, donc ils savaient qu'il y a des collègues qui gagnaient de l'argent. Donc les 100 balles qu'on réclamait ont été perdues, et les emplois, on les a perdus parce qu'il n'y avait plus personne pour se battre. Et moi, je me souviens que c'était Pat de Pille qui était venu me voir et me dit: garçon, t'as de la chance, toi, tu n'es pas sorti du chapeau. Ça veut dire quoi? Que j'aurais dû être sur la liste. Parmi les derniers embauchés. D'accord. Comme j'étais un jeune, et puis un peu, si tu prends, entre parenthèses, le livre de Patard, en 74, je suis sur la photo, les cheveux longs, à bloquer les barrières. Donc il me dit: garçon, t'es pas sorti de la liste. Et donc, de là, il y a eu cette période-là, donc de 74, c'était mai-juin, c'est toujours les périodes, entre mai, avril, puis les vacances, c'est toujours les périodes. Donc de là, moi, je suis parti en 75 à faire mon service militaire.
Bon, on m'a repris parce que j'ai fait toute la procédure pour qu'on te reprenne normalement. Et en 1976, j'ai pris un mandat de délégué CGT, notamment au CHCT. Donc, on m'avait demandé d'intervenir. Voilà un peu ces années. Mais disons que ces années de... il y avait du monde. Et en fin de compte, en 1974, les licenciements, c'était plutôt du nettoyage. Donc Ouais. c'était pas du tout au hasard du chapeau, c'est-à-dire qu'ils écrémaient les gens dont ils voulaient plus. Ben, ils ont tiré, ils avaient peut-être 500 personnes dans le chapeau, Il leur en Et il en 250. 250. donc moi je restais encore dans l'autre limite, il y en a d'autres, hein. Collègues je pense qui sont restés, mais à l'époque c'était un écrémage comme on disait, syndical, et pour éviter, parce qu'ils voyaient la montée des différents conflits, on réclamait 100 balles, il y avait des actions qui Primes de faisaient vacances que... et tout ça, hein, à l'époque, vous parliez déjà de primes de vacances. ouais, c'était le début, mais c'était les augmentations de salaire, et donc ils commençaient à voir. Donc il n'y avait pas de boulot, il y avait une attente de boulot, mais il y avait derrière une arrière-pensée. Voilà un peu. D'accord. Et- Vous étiez combien à l'époque? Moi je sais qu'on était tellement nombreux qu'on avait du mal, mais on était au moins 1400 personnes. 1200 sur CMN, mais il y avait des sous-traitants aussi, parce que ça commençait les sous-traitants dans ces entreprises-là. Et donc ça tournait même à 1500, hein, parce que c'était une fourmilière en fin de compte de personnel et de travail qu'il y avait. On savait faire des bateaux de pêche, on faisait des vedettes rapides, on faisait un certain nombre de travaux. Et moi je pense que c'était la force de CMN, c'est d'avoir une multitude de travail, même si c'était lié, si je dis, les bateaux de pêche, les vedettes, les trucs portuaires, c'était lié à la mer, et c'était à l'époque quelque chose, une diversification de travail, et qui permettait, on faisait des chalutiers, on faisait des tonniers, il y avait quand même... Oui, c'est vrai, vous avez fait aussi des tonniers. ouais. Ah oui. En fait, vous On a faisiez- fait le plus gros tonnier, le 54 mètres à l'époque, la garde un peu plus tard, mais c'était quelque chose, et à la limite, c'était un appoint industriel, mais technologique. Quand on regarde les premiers chalutiers à Cherbourg, Frédéric, François, tout ça, c'est des chalutiers qui ont été à la pointe de la pêche, parce qu'il y avait, au départ, on avait un bureau d'études pêche qui recherchait des études, les tonniers et tout, Et parallèlement aux bateaux militaires. Et d'ailleurs, Et ça, les chalutiers, ils avaient tous une hélice différente. voilà, C'était la hélices, CEFA, ça parle de... qui était notre petite sœur à l'époque. C'est une filiale. C'est eux qui fabriquaient les hélices, mais chaque chalutier avait sa propre hélice. Ce matin, on le raconte comme ça, après tu feras le trait. Ce matin, on avait une discussion avec des gens du bureau d'études, des anciens du bureau d'études de Limougis, Francis Villette. Et ils me disaient, c'est eux qui me disaient, on n'aurait jamais dû se séparer de la CELFA, CMN, parce que c'était la mécanique. Et la mécanique, c'est ce qui faisait le propre d'un bateau, les arbres d'hélice, les palmes fiabilité, d'hélice, c'était la fiabilité. et puis tout ce qui était mécanique dans un bateau. Aujourd'hui, la conception, c'est que les éoliennes et tout, on aura besoin de la mécanique. Si CMN avait conservé, on aurait encore un atout supplémentaire par rapport à ça. On aurait été plus fort. On aurait été encore plus fort. On se sépare du composite aujourd'hui. On n'a plus de composite. Alors que beaucoup utilisent le composite. On n'a plus Jean-Marie Veur. Et Jean-Marie Veur, c'était 50. C'était CMN, après c'est parti 50% à Jean-Marie Veur. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est ça. Et moi, c'est un peu ce que
le message que j'envoie de temps en temps aux collègues, c'est se battre pour maintenir ces activités-là, être en position. On était à la pointe, nous, de la technologie. On a même maîtrisé ça à une époque très bien. Et, et ça, quand on fait des demandes d'aide au gouvernement, c'est à la pointe de ça, de dire aider les CMN est à la pointe de ce qu'elle a connu, le composite, la mécanique, et ça permettrait d'avoir, pas une avance, mais toujours avoir une position en avance. C'est indispensable. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la foulée de l'Agnès 200, et on maîtrisait tellement bien l'aluminium, qu'on a été les seuls quand même, quand on voit la structure qui dort dans la cour, là-bas, hein, la fameuse coupole, le kiosque à musique. Là. Et ben, ce fameux kiosque à musique, il y avait eu des études de fait d'abord en Amérique, puisque celui qui l'a commandé, c'est un richissime américain et quelqu'un qui est dans l'art. Il s'est trouvé qu'il n'a pas eu le résultat qu'il escomptait. Ils ont été en Allemagne faire également un procédé de soudage, de torsion, etc. Parce qu'elle est quand même assez complexe, hein, sa structure. Et ici, au départ, on a fait des essais sur quelques tôles. Et puis, il s'est avéré que le propriétaire, il a trouvé que au CMN, on avait quand même un certain savoir-faire. Donc, ce qui fait quand même, on était quand même fiers quand même si au début, tout le monde s'inquiétait, parce qu'on dit, tiens, une boîte un kiosque à musique, CMN, qu'est-ce qu'on va les foutre faire ça, quoi. Voilà, nous qui étions invités à fabriquer des bateaux. Mais là, au moins, on avait fait encore quelque chose, et c'était une soixantaine de personnes qui ont été occupées là-dessus, mais qui ont réussi quand même un ouvrage d'art, mais un ouvrage de qualité. Et donc, aujourd'hui, il dort, c'est bien dommage, et on s'aperçoit, et on entend aujourd'hui beaucoup de personnes qui commencent à se réveiller en disant mais qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas les laisser pourrir dans la cour des semaines. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des discussions qui s'opèrent pour éventuellement comment faire pour la récupérer. Et la mettre où et pourquoi faire. Voilà. Il y a des questions qui se posent parce que là, c'est vrai qu'elle dort là, dans la cour, c'est pas possible, quoi. Mais il fallait voir au début qu'on l'a malheureusement stockée dans la cour, puisqu'on a su à un moment donné qu'elle n'allait pas partir à Miami, puisqu'elle était destinée à Miami. Et quand Miami a dit non, on s'apercevait, il fallait voir le nombre de personnes qui s'arrêtaient sur le boulevard Félix Amiot. Et les gens, ils s'arrêtaient, il y a même eu quelques accidents, à l'époque c'était rigolo. Mais parce que les gens, ils s'arrêtaient, c'était quoi cette structure? Et en fin de compte, on avait sorti vraiment un ouvrage d'art, une œuvre d'art, qui était quand même magnifique. Et à l'époque, on maîtrisait vachement bien l'aluminium. On était à la pointe, là. Et c'est vrai que le fait qu'on avait fabriqué l'Agnès 200 pour la Marine nationale, eh ben, à un moment donné, ça, par contre, c'est du savoir-faire, quoi. Et comme avec la CFA, le jour où on s'est séparé de la CFA, eh ben, au niveau mécanique, eh ben, c'est vrai, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, on n'avait plus cette technologie, parce que c'était quand même compliqué. Et les vieux marins cherbourgeois qui montaient sur un bateau qui sortait des chantiers Amiot, ils partaient en mer, je ne veux pas dire les yeux fermés, mais rassurés, parce qu'ils savaient qu'ici, on fabriquait à l'époque des super bateaux de pêche. Et donc, et c'est vrai qu'on a été à la pointe de ça, on a été à la pointe. Et puis le tonnier, comme les Jean-Pierre, le 54 mètres, c'était pas rien quand même. Le fameux Lagarde, ouais, les chantiers, les bateaux Lagarde. Et quand on a sorti ce premier tonnier, bah, c'était quand même quelque chose de bien. Alors moi, contrairement à Jean-Pierre, moi je suis rentré en 75, lui il est rentré en 72, moi je suis rentré en 75. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est pour ça que entre les licenciements de 74, voilà. C'était bien une purge, à la limite, entre guillemets. Et donc, en 75, on a eu un certain nombre d'embauches qui se sont faites pendant un an. Bon, et ça, c'était bien une purge. Parce qu'en 2 jours, en 75, en août 75, on est rentré à 80 bonhommes. On est rentré à 80 bonhommes qui venaient pour la plupart du CET des Cœurs de Reville. Parce qu'à l'époque, on appelait ça un CET des Cœurs de Reville, et de Edmond Doucet et de Tocqueville à Cherbourg. Et donc, c'était vraiment. Et nous, quand on arrivait là, moi je me rappelle, je suis arrivé le 26 août 75,
Comment On était accueillis par un petit bonhomme, nous, parce que c'était la soudure, c'est Courval, qui nous a accueillis avec la Ronche. Courval et la Ronche qui s'occupait de l'école de soudure, parce qu'à l'époque, Semen avait son école de soudure. Ouais, oui. Donc on arrive à l'usine avec le bleu sous le bras, pas très fier, hein, du haut de mes 18 ans et demi, et puis Courval, qui n'était pas un homme très facile et au niveau dialogue assez froid, nous dit, bon les gars, là, toi là, paf, allez, vous me faites ça comme soudure. Bon, puis il te filait des tôles, démerde-toi. Après, il repassait, il reprenait tes tôles. Bon, ça garçon, c'est pas bien. Ça va, c'est pas trop mal. Bon, allez, toi, je te prends. C'était comme ça. Par contre, les gars, vous retournez à l'école de soudure. On était reparti 6 mois en formation. Et j'ai vraiment intégré l'entreprise qu'en janvier 76. Donc, de août jusqu'à janvier, jusqu'à fin décembre, on était à l'hôtel Atlantique, puisque ça nous appartenait à l'époque. Là aussi, tout est parti, tout s'est trouvé dilapidé, parce que c'est comme ça. Mais on avait des mecs qui faisaient de la chaudronnerie à l'hôtel Atlantique. Ils faisaient des trucs aussi qui étaient vraiment formidables, quoi. Donc, tout ça, on l'a perdu quand même. On l'a perdu. On a tout ramené dans l'usine ici, mais il y avait quelque chose qui était cassé. Et au fur et à mesure que Semen s'est restructuré, donc il y a eu forcément tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses pas forcément très compliquées, mais qu'on a du mal à réaliser. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu le savoir-faire. On a laissé partir des gens en veux-tu, en voilà. On n'en avait plus rien à foutre à un moment donné. Sauf que tu as perdu du savoir-faire. Et donc nous, donc moi, quand je suis arrivé, avec donc mes 80, enfin les 79 collègues, CMN, moi je suis arrivé en 75, il y avait eu un conflit, je me rappelle, il y avait eu un conflit en 76, c'était sur les salaires. Moi je n'étais pas délégué à l'époque, j'étais jeune ouvrier, voilà, et je me rappelle pour une fois, parce que c'est la CFDT moi qui était venue me voir la première, c'était Morvan qui est venu me voir le premier. Et puis j'avais pas pris ma carte, j'ai failli prendre ma carte. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette année-là, on se battait sur une augmentation de salaire. Et puis, je me rappelle sur le blocos qui est dans la cour, hein, je ne sais pas, il y a encore, sur l'ancien blocos qui est toujours dans la cour, hein, mais du côté de la rue Dom Pedro. Ils partent le matin, réunion à la sous-préfecture, et la CGT nous dit, avant de partir, ça je me rappellerai toujours, la CGT nous dit, c'était Maurice Richard, qui était le patron encore à l'époque de la CGT, si je puis dire, hein, le leader, et ils nous disent, de toute façon, nous, on ne signera à rien sans vous en avoir référé, sans vous avoir demandé votre avis. Bon, bordel de bordel, l'après-midi, d'un seul coup, là, il y a un mec de la CFDT qui arrive et qui dit « Ouais, la CGT, elle a signé l'accord !» Oh, nom de Dieu! Mais alors là, c'est vrai que ça avait eu un coup de colère de la part des mecs, parce que c'était pour eux, c'était comme un coup d'orage. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils nous fait, les copains de la CGT là ? Ils sont vraiment malades. Je me rappelle, ça gueulait dans la cour là-bas. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, eux, ils avaient trouvé que l'accord, au bout de la discussion... Toi, tu expliques ta position. Non, mais moi, j'explique ma position, parce que moi, j'étais pas délégué à l'époque. Donc, en tant qu'ouvrier, comment qu'on avait vécu ça ? Et je me rappelle, il y avait, comment il s'appelait, qui était au bureau d'études, qui était Jean-Yves Le Revilloir, qui était monté sur, donc était CGT, qui était monté sur le blocos, et qui essayait d'expliquer le pourquoi du comment que la CGT avait signé l'accord. Il y avait des mecs qui gueulaient, vous êtes des traites, vous êtes ceci, vous aviez dit que vous nous auriez demandé, etc. Ouais, vous avez signé dans notre dos. C'était ça, enfin, quand vous avez signé dans notre dos. Il y avait des cartes d'ailleurs qui avaient été déchirées à l'époque. C'est vrai, Ah, oui. Il y avait des cartes qui avaient été déchirées, et moi, cette fois-là, j'ai dit, merde, comment ça se fait ? La CGT nous a trahis. Et heureusement, parce que j'ai pas voté CFDT, contrairement à ce que certains ont pu croire, j'ai pas voté CFDT. J'ai quand même voté pour mon syndicat. Mais c'est vrai que là, il y avait eu comme un coup de traîtrise, quoi. Voilà. Et donc là, ça, c'était le côté conflit, quoi. Voilà. Et puis, les copains de la CGT, oui, il essayait de nous expliquer qu'il avait été au bout de la discussion et qu'il n'était pas possible d'avoir plus au niveau augmentation de salaire.
Mais moi, bon, tu sais, 19 ans, la fougue, tu dis, ouais, si, il va cracher, quoi. Tu t'en fous de la négociation, tu sais même pas tout à fait ce que c'est, quoi, en fin de compte. Donc, tu dis, bah ouais, ils nous font chier, quoi, ils nous ont trahis, quoi, voilà. C'était un peu ça, quoi, tu vois. Et puis, pour une fois que la CFDT était plus révolutionnaire que la CGT, je me rappelle, pour mieux nous baiser, parce que dans d'autres conflits après, on en a eu la preuve, malheureusement, ils nous ont couillonnés. Mais bon, t'en raconteras ça mieux que moi encore. Donc ce conflit de 76, effectivement, la CGT avait, en fin de compte, avait essayé de jouer les modérateurs, parce que derrière, ils savaient qu'il y avait la CFDT, notamment le vieux Morvan, qui, à lui, il fallait tout casser et rien faire. Et en face, on avait quand même un responsable syndical, et je tiendrai toujours mon chapeau à celui qui a créé le syndicat, Maurice Richard, qui à l'époque était à la fin, en fin de compte, il a arrêté son mandat, là. De son mandat, et d'ailleurs il a arrêté quelques mois après. Parce qu'il sentait qu'il y avait la jeunesse derrière. Il a bien su faire le transfert. Là-dessus, c'était un homme de grande intelligence, et qui est toujours l'intelligent, parce qu'il est encore vivant. Et je tiendrai mon chapeau à lui, parce qu'il m'avait fait un petit papier par lequel comment que ça s'était passé, la création du syndicat et tout. Et donc, à l'époque, eh ben, il arrivait presque à la fin entre une personne qui a 60 ans et puis des jeunes de 20 ans. Il y a 40 ans de différence. L'évolution de la jeunesse et l'évolution de la réflexion n'est pas la même. Donc, moi aussi, j'avais été un peu pris. Mais bon, comme je commençais à connaître un peu le processus, donc Maurice avait été négocié. Maurice, il avait dit, j'y vais, il faut me faire confiance. Il a dit, j'arrête le syndicat, mais comment on pourrait dire, en bonne transmission, parce que il a réussi à mettre une équipe quand même de jeunes délégués. Il y avait Denis Larbe, il y avait Denis Ouivet, il y avait moi, il y avait un certain nombre de gens. On a réussi à te faire venir après. Disons qu'il y avait donc il a su faire le transfert, et puis et ça s'est très bien passé, parce que une équipe de jeunes. Il a su parler avec les jeunes, et puis que bon, c'est pour ça que moi je dis que 76, c'est vrai, on aurait pu aller plus loin, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi aller à l'inverse. Non, mais il fallait les rentrer, je dis ça parce que ça à lui l'époque, donne un peu le... et à l'inverse, la CFDT poussait derrière. C'était des casseurs, mais ils ne proposaient rien. C'est pour que j'en veux à la CFDT, hein. J'essaye d'expliquer un peu. Et puis que derrière, on avait notre personnage, Maurice Richard. Bon, Jean-Yves Lerouvillois, le Jean du Bureau, c'était un petit peu différent, mais il y avait Maurice qui savait analyser pas mal de choses, et qui a fait beaucoup de choses au CMN, notamment les comités d'entreprise, les mutuelles. C'est lui qui est quand même... donc était quand même une personne... Elle a essayé d'améliorer le statut du métallurgue. Une meilleure couverture. Hein. Et il avait des capacités intellectuelles et tout. D'ailleurs, j'ai mieux compris sa position dans les années qui suivaient après, parce que moi-même, ayant des responsabilités comme tout un chacun, c'est qu'à un moment donné, effectivement, tu t'aperçois qu'il y a un moment donné dans la discussion, tu dois à un moment donné savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter, et quand est-ce que tu peux continuer. Et donc, là, c'est vrai que je l'ai appris par la suite. Quoi. On a eu d'autres conflits. Il y a eu 78, mais qui était... par contre, c'est le conflit de 81. Oh, putain. Le conflit de 1981, où pendant 8 semaines... 8 semaines, je crois. Alors là, on a eu la bagarre. Qu'on était en grève. Ah, la vache. Ah, ouais. Et même là, j'ai acheté un vélo. Parce que pour venir bloquer l'entreprise, et qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir
parce qu'on s'est battu à bloquer jour et nuit. C'était l'inverse. Et, hein, Je me rappelle, là. C'était et la CFDT. là, Là, c'est la CFDT, gars. Alors, le vieux Amiot, il existait ou Non, mais il est C'est fini. décédé Il est décédé en 74, en décembre, 74. le jour de Noël, le réveillon de Noël. D'accord. 74. C'était Coutanceau. Ouais, Nous, enfin, on moi, a j'ai eu un connu peu Coutanceau. Poitou, on a eu Poitou, Toi, t'as eu Poitou. et, très peu moi. Ouais. Et après c'était Et comment après, c'était Coutanceau. Coutanceau. C'était Claude Coutanceau. D'accord. Et les embauches, c'était lié au contrat export? Moi, quand je suis rentré en 75-76, c'était la fin des Allemandes. La série de vedettes allemandes qu'on avait fait. On avait 20 bateaux. Et nous, les jeunes qu'on arrivait là-dedans, qu'on connaissait rien du tout, hein, parce que tu sors du CET, que tu connaissais quelque chose, eh ben, les Allemands, enfin, ils avaient négocié en tout cas, la boîte ou je sais pas quoi, ou l'État français, j'en sais rien, avait négocié une prime avec l'Allemagne. En tout cas, l'Allemagne avait attribué une prime qui a été redivisée, enfin, une partie a été redivisée sur l'ensemble des salariés. Mais nous, qui n'avions pas d'ancienneté dans la boîte, on a eu le droit à la prime, pareil que les anciens. Mais tu sais que, on avait 19 ans, il me l'a dit, c'est pas possible. Oh putain, puis à l'époque, en francs, mais ça représentait de l'argent, quoi. On a dit, enfin, Dieu, dis donc, ouais. On est tout jeune dans la boîte. Et à l'époque, c'était l'euphorie des vedettes, c'était parti, CMN, ça y allait, quoi. Et donc, et là, on avait eu une super prime, je m'en rappelle, de la part des Allemands, du gouvernement allemand, pour remercier du bon travail qui avait été effectué. Voilà. Et on avait tous eu le droit à cette prime-là. Et là, c'était, ça faisait partie des 30 glorieuses, quoi. Là, on était parti sur des vedettes. Ici, il y avait du boulot à chier. Par contre, les salaires n'étaient pas des gros salaires. Les salaires ouvriers n'étaient pas des gros salaires. Parce qu'il y avait vous, il y avait l'Arsenal, il y avait toujours l'UIE. Ouais. Ah oui, Ça aspirait quand même les salaires vers le haut. bien sûr. Non? Non. Non, même pas. Même pas. Le salaire, non. Il a été une époque où on était meilleur que l'Arsenal. Hein, il a été une époque où on était meilleur que l'Arsenal, si tu regardais au prix de l'heure, toutes primes confondues. Par contre, après, sur les dernières années, c'est l'inverse, quoi. C'était l'Arsenal qui était meilleur que nous au niveau salaire, etc., quoi. Parce que nous, il faut savoir qu'on avait perdu nos primes. Non, parce que nos primes de vacances et de fin non, d'année. non, mais etc. ça, c'est avant On va revenir 86. après. Mais Voilà. les salaires semaine n'étaient pas. C'était pas folichon. Folichon, hein. On était au SMIC. Hein. Le seul truc que tu avais, c'est la possibilité de rentrer à l'Arsenal, ou CMN, ou l'IE. Alors le choix, c'était un peu psychologique. C'était de dire, est-ce que si j'ai la possibilité de rentrer à l'Arsenal, c'était un état d'esprit, je rentre à l'Arsenal. Est-ce que je rentre au CMN malgré le salaire, mais est-ce que ça ne va pas évoluer? Je rentre, je vais à l'UE, qui était à l'époque aussi incertain. Tu gagnais beaucoup d'argent jour et nuit, hein, dormir. Tu avais 3 possibilités. Alors, c'était plutôt de la réflexion, je dirais, humaine, de dire, ben, je fais un choix, et puis je rentre ici, et puis demain, je verrai si j'ai une autre opportunité. C'était un peu ça, la jeunesse, en fonction, parce qu'il y avait l'emploi. Mais Jean-Pierre, il t'avait 3 boîtes, toi, à l'époque. Hein? 3 boîtes que tu avais. Ouais, ouais. Moi, j'avais 4 boîtes. J'avais 4 patrons possibles quand je suis sorti du CET des garderies. J'avais l'UIE, j'avais l'Arsenal. Parce que dit que je suis moins bon. Mais non, j'avais CMN où j'avais postulé, et j'avais les carrières de l'Ouest. Alors, tu vois, c'était complètement différent, toi. Tu vois. Et après, tu as les 4 boîtes, et tu sais qu'il faut que tu tranches rapidement. Et quand tu passais devant les CMN, même au CET des Carderville, on te disait, vous savez les gars, rentrer au CMN ne sera pas possible. Si vous n'êtes pas un pistonné, ce n'est pas quelqu'un qui travaille au CMN, ce sont des tournevis en or. Il était surnommé les tournevis en or. Parce que ici, il y avait du boulot de qualité qui était sorti d'ici. Et c'est pour ça que le chantier Amiot avait cette renommée. Parce que les gens de Cherbourg, le citoyen lambda, il disait « Ah ouais, mais les CMN, oh là là là, qu'est-ce qu'ils font du bon boulot, quoi !» Et moi, je me rappelle qu'on les appelait ici les tournevis en or. Hein. Et donc, on disait « Tu sais, tu rentreras pas là-dedans. T'as beau avoir ton sapé, tu rentreras pas là-dedans, ne crois pas ça. Si t'as personne qui y bosse, tu rentreras pas. » Je me rappelle, on avait été à l'UIE, je dis « Ben tant pis, on va les postuler à l'UIE et tout. » Et donc,
En fin de compte, les 4 boîtes attendaient une réponse pour savoir, pour qu'eux-mêmes fassent après leur tri, hein, et puis qu'ils disent, toi je te prends ou je te prends pas. Et moi j'avais 4 boîtes à l'époque, et c'était formidable. Aujourd'hui, les malheureux gamins, ils galèrent comme pas possible, et quand ils en ont un, c'est souvent un contrat à durée déterminée. Donc voilà, donc ça a complètement changé, c'est là qu'on voit que ça a complètement changé, quoi. Voilà, mais CMN, c'est pour ça que le chantier Amiot, c'est pour ça les petits gars de chez Amiot, les gens de Cherbourg, les vieux Cherbourgeois, mais les petits gars de chez Amiot, c'était important. Moi j'ai vu ici, on avait 8 bateaux dans les nefs, 8 bateaux en construction en même temps. Quand je suis arrivé, moi j'étais jeune, 8 bateaux en construction. Il y avait 1300 gars CMN CDI, hein, ouais, et des CDI. Hein, les mecs, plus de 1300 CDI. Alors, tu te dis pas à côté, ce qu'on appelle aujourd'hui CDD, mais c'était tous les intérimaires, les machins, les trucs, les boîtes sous-traitantes, etc. On se retrouvait à je sais pas combien. À l'époque, on n'avait pas de souci pour construire un bateau. Sur les dernières années, on avait un bateau, putain, on n'arrivait pas à le sortir. Tu te dis, mais attends, il y a quand même un malaise. Avant, on en avait 8. Aujourd'hui, on en a un. Et, parce qu'ils ont changé complètement les méthodes de travail, etc. Et à un moment donné, même pour retrouver les pièces et tout, il n'y avait jamais assez de place pour poser les pièces. Avant, on avait 8. C'était autre chose à gérer. 8 bateaux. Parce que là, pour un bateau, c'est un bordel sans nom. Donc, je veux revenir sur le conflit de 80. Oui, 80, c'était avant Mitterrand, effectivement. C'était avant Mitterrand. Donc, voilà. Et pourquoi il a éclaté, alors, ce conflit ? Et ce conflit a éclaté sur les salaires. Et pendant 8 semaines, on a bloqué l'entreprise. Et pendant 8 semaines, on a revendiqué des augmentations de salaire. Et la dernière manif qu'on a fait, c'était aller à Saint-Lô rencontrer le préfet. Le préfet. Et que ce jour-là, il y avait Darino et Jean-Claude Forafo qui rencontraient Madame Amiot pour nous soutenir. Et puis nous, on était avec le préfet, qu'on dit, mais pourquoi vous venez là alors que la CFDT vient de signer l'accord ? Alors là, ça, là, par contre, ah ouais, mais sauf que là, c'était 8 semaines de conflit. Hein. Ouais. Alors là, je veux te dire que là, les mecs, là, c'était des baffes dans la gueule. Hein. Et donc là, c'était une trahison. Là, quand on dit trahison par rapport à 76, ouais, celle-là, elle est encore pire, parce que là, on était 8 semaines de conflit. Non, ils nous laissent partir à Saint-Lô. Ils nous disent, on avait fait un rallye. Ils nous disent, vous inquiétez pas, allez à Saint-Lô, parce qu'il n'était pas trop chaud pour venir à Saint-Lô. Mais après, forcément, on a bien compris pourquoi. Il dit, ouais, allez à Saint-Lô, nous, on garde la boîte. Alors nous, on était encore jeunes à l'époque. Hein. Donc, on dit, nous, de toute façon, nous, on va à Saint-Lô, on va aller rencontrer le préfet, et puis ça va chier, quoi. C'était ça, quoi. Voilà, puis on va négocier, puis on va arrondir les virgules, et puis voilà. Oh putain, et t'arrives là-bas, et le préfet, il te reçoit. Et pourquoi vous êtes là-haut ? Oh putain, vos petits collègues, là, ils viennent de signer l'accord. Oh putain, merde. Alors, quand on est revenu, on était dépités, mais en même temps, la haine, quoi. Par contre, avec le taulier, on voyait bien, c'était fermé, quoi. Lui, c'était le bloc-out, c'était... Voilà, vous avez décidé les grèves, maintenant, vous allez l'assumer, quoi. En gros, c'était un peu ça, quoi. Vous allez l'assumer, quoi. Et ils s'en foutaient de perdre du retard, quoique, ils perdaient de l'argent, lui, hein, parce que chaque journée qui n'était pas travaillée, ils perdaient des sous. Hein, voilà. Donc ça... Dans l'accord signé par la CFDT, il n'y avait pas paiement des journées de grève. Non. Ah non. Ah oui. Non, nous... C'était un accord après qu'on a essayé d'obtenir. C'était par après, quand on essayait de regagner des trucs pour essayer de compenser un peu. Mais que la direction, en fin de compte aussi, parce qu'on représentait quand même un poids, hein, la CGT. Donc pour avoir un climat social, parce que il faut savoir quand même, pour ma part, et puis je pense que globalement, s'il n'y a pas une organisation forte, une direction, elle n'est pas forte. Pour moi, hein, parce qu'elle s'appuie quand même sur une organisation syndicale, que ce soit en matière de salaire, que ce soit en matière d'emploi. On le voit aujourd'hui, elle a besoin de la CGT pour intervenir
en ministère. Si elle n'a pas la CGT, elle n'a personne. Et c'est pas qu'on est des patrons, mais c'est que s'il y a une organisation syndicale qui est là, elle apporte des idées, on accepte ou on n'accepte pas. Mais ils savent qu'il y a quand même des arguments qui sont forts. Et puis avoir des organisations syndicales qui, à la limite, qui couchent les pouces ou qui sont neutres, c'est pas un avantage pour une direction. Hein, parce que on reçoit quelqu'un qui impose avec ses idées, même si c'est révolutionnaire ou semi-révolutionnaire. Et donc, c'est pour ça que je vais passer de 86 à 87. En 86, quand la direction a supprimé les avantages, c'était, dans un premier temps, supprimer les avantages. Est-ce que tu peux rappeler quand même le contexte? Pourquoi la direction? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, au point de vue économique pour l'entreprise? Alors, l'aspect économique, c'est qu'en 86, c'est que la famille Amiot avait eu une proposition de vente de Creusot-Loire avant. Creusot-Loire avait proposé une somme importante de racheter les CMN à l'époque. Et donc, l'œuf avait été refusé. Il ne faut pas nous faire croire que c'est Madame Amiot qui pouvait diriger l'entreprise. Elle, ses filles aussi. Hein, c'était... Donc, il y a eu un conflit, et ce qui a fait que la situation économique, ça s'est dégradé. Donc, on n'a pas obtenu de marché, et que, Rosario s'est positionné là-dessus. Dans le cadre de l'Europe, fermait un chantier naval, Madelin. Il avait dit oui, c'était clair. Il était ministre et puis d'Industrie, d'autres, compte tenu justement, comme je disais tout à l'heure, du syndicat CGT qui poussait à maintenir un chantier naval à Cherbourg, et puis aussi au niveau national, on avait quand même un collectif qui était fort, la fédération, donc qui a fait que ça poussait, et donc la dernière vente avait été faite à Rosario. Mais Rosario, c'était le cadeau bonus, puisqu'on disait à l'époque, le cadeau bonus, ils achetaient le chantier, mais ils avaient tout l'immobilier. Et pour une poignée de sottises, hein, pour moi. Et c'était aussi le fruit du travail de tous les salariés depuis 1946. Hein. L'Empire Amiot, c'était quand même tous les salariés, là, tu vois. Même si lui, il avait sacrifié, hypothéqué tout ce qu'il avait, je suis dans les les ouvriers qui ont gagné par la suite. C'est les dossiers Amiot là, que j'ai là. Tu vois, de mecs qu'il faut que je remette tantôt. Et c'est quand même de l'argent qui était gagné par la famille Amiot, et que donc l'Empire Amiot, avec au travers des avocats, tout ça, hein, c'est pour ça que je ne donnerai pas de nom, mais derrière il y avait tout un artisan, comment on dit, le monde politique et économique qui était là et qui avait refusé un peu. Nous on se battait pour que même l'État reprenne. Ils n'ont pas voulu. Bon, je pense en aparté que l'État n'a jamais voulu s'occuper de Félix Amiot par rapport à la guerre. Il y a eu un problème. Donc, mais il fait que en 86, là, Amiot aurait pu se relancer si l'État et puis des privés avaient aidé, et si le Madelin avait poussé à aider CMN, on pouvait continuer. Sauf qu'il n'y a eu personne. Donc ils ont fait un plan de licenciement, un premier plan de licenciement, d'abord un premier plan de diminution des acquis. C'est en septembre 85 qu'elle nous a annoncé. Oui, mais nous a annoncé qu'elle allait revenir sur les primes. En 86, non, mais ça, c'est toujours comme... Les primes, ça représentait quoi? Un mois et demi de salaire et blocage des salaires. Attention, c'était le 13e mois. Ça fait du bruit, hein. Ah ouais, attends. On avait combien? 97 heures à Noël? Ouais, un mois et demi. 97 heures à Noël, et on avait 120, plus de 120 heures
aux vacances. Plus blocage des salaires. Plus le blocage des salaires. salaires. Waouh. Donc, Parce qu'à l'époque, il y avait encore de l'inflation. ouais. Ah oui, elle a Ouais, touché. c'est pour ça. Et c'était même le 13 mars 86, la mère Amiot nous faisait un courrier par lequel, dès que la situation se rétablit, je vous les rends. Ouais. Mais ça, c'était c'était- symbolique. Et donc en 86, il y a eu ce phénomène-là. Donc on a fait des actions qui n'ont pas abouti malheureusement parce que au fil du temps, comme il n'y avait pas de boulot, ça s'est dégradé. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me demande, on serait fermé depuis longtemps. Après, Entre toi et moi. après, ils avaient annoncé un plan de licenciement de plus de 400 personnes, 450 personnes. Vous étiez, Vraiment. vous étiez combien? Vous vous souvenez combien vous étiez à l'époque? On était 1100. Ouais. 450 licenciements. Et donc de là, au fil du temps, ça s'est effrité parce qu'il y a des gens qui, par rapport à la peur du plan de licenciement, sont partis. Donc en 87, début 87, là, il y a eu le plan de licenciement fait. Oui, parce que, et entre deux, on a changé de directeur. Voilà. On a changé de directeur. Coutenceau est barré. Hein, et on a récupéré le breton, là. Comment qu'on l'appelait déjà Non, comment c'était. On a eu Ravery. Oui, non, Ravery. De qui est Creuselois. un grand patron Le de Creuselois. Pan, le Pan. Hein, tu vois, qui Le revient. Pan. Alors, nous, on l'appelait le Pan. Il avait les cheveux argentés. Ouais, c'était bon chic, bon De genre. Creuseloir. Et il venait de Creuseloir. Et il venait de Creuseloir. lui. Mais là, c'était encore la famille Amiot. Alors, C'était déjà Rosario. Non, c'était Parce qu'il y a eu un il y avait redressement encore judiciaire. Germaine. Il y avait encore Ouais. Germaine qui Ouais. était dans le coup avec ses filles. en Mais là, on 80 sentait que ça allait partir. Parce que, en plus, l'État, à l'époque, il faut dire, l'État l'a mise. Lui a dit voilà, où vous vendez votre chantier. Voilà. Le plan a été présenté par la famille Amiot en 87. Et au fil du temps, après, ça a été vendu à Rosario. Exactement. Parce qu'il allait lui faire un Mais le redressement- premier plan a un été fait redressement en fiscal. 87. En juillet 87, c'est là qu'il y a eu les fameuses bagarres, soi-disant. Il n'y a pas eu grand-chose, hein, des petites torches. Bon, c'est rien. C'est un conflit. Ouais, c'est un conflit. Et donc en 87, c'était encore Amiot. Avec là, par contre, on avait moins de monde, puisqu'il y en a beaucoup qui étaient à certain nombre de salariés, avec qui était l'entreprise. Et on était à 250, 300 salariés. Et donc c'est en 88, je crois, que Rosario a repris le flambeau. Ça devait être 15 millions d'euros, je crois. 15 millions de francs à l'époque. C'est vrai qu'on disait, c'était Maintenant, dérisoire, si tu veux. Dérisoire. Mais il faut voir ce que nous on a fait, parce qu'à l'époque, on avait même envoyé des potes dans la vallée de Chevreuse, parce que Madame Amiot avait Prendre des des biens, photos. super bien. Bon, elle avait À des- Dinard aussi. Elle était à la tête de je ne sais plus combien de têtes de bétail, de bêta-cornes, mais aussi des chevaux et tout ça. Et on avait envoyé des copains, je me rappelle, on avait loué une caméra, putain, il avait du mal à s'en servir, les potes. On a dit, mais vous vous démerdez, faut ramener des images, faut ramener... Je dois avoir toutes les archives. Parce que tu sais, on avait fait quand même, tu vois, tu as encore ça certainement en mémoire, mais on avait fait quand même une exposition à un moment donné, où on avait justement, on était sur les marchés tous les jeudis, le mardi, et tout ça pour expliquer aux chers bourgeois le pourquoi qu'on ne voulait pas la casse de notre chantier, quoi. Les biens que la famille avait nous, on encore. voulait que ça etc., soit réinvesti dans tu vois. l'entreprise. Nous, on voulait que ce soit réinvesti dans la boîte. Et on disait que la Rosario, il allait vendre les biens. Une fois qu'il allait faire leur beurre, uniquement avec les biens de la famille, le chantier, allez On hop, était même terminé, jusqu'à- quoi, tu vois. parce que Rosario détenait l'entreprise Bricard. À Paris, on avait été visiter Ouais, on avait été là-bas. Ouais. On en a fait des démarches. Hein. C'est pour ça que Pour syndicalement, expliquer vraiment pour faire montrer aux salariés qu'on n'avait pas tort, comme je disais l'autre avec nos jour, craintes, il allait être fondé. euh, C'est triste, mais voilà. quand quelque chose est juste, on va jusqu'au bout le défendre. L'entreprise, c'était de réinvestir ce bien-là dans l'industriel pour relancer l'entreprise. C'était pas des biens personnels, c'était pas de faire venir Mitchell, l'astronaute, c'était de dire on a des biens,
on a un problème, on demande aux salariés de faire une économie. Ben, vous en faites 2 parce que nous, on a multiplié par 2 les biens de la famille, donc c'était de réinvestir dans l'entreprise. S'il y avait un problème industriel ou économique, eh ben, c'était à eux de relancer, mais ce n'était pas la volonté parce que derrière, il y avait un autre aspect politique. Déjà, comme je disais, l'Europe, c'est un chantier naval. Hein. Et puis l'autre, ben, il n'y avait pas de soutien. On a fait des propositions, même localement. Si tu as l'occasion de regarder, de temps en temps, il y a des bateaux de plaisance qui passent de luxe. On se lançait dans la construction de bateaux de luxe. Pourquoi pas faire on n'avait pas proposé de faire un Saint-Tropez, mais de faire un petit truc pour accueillir avec... parce que des fois, les politiques, ils disent « vous n'avez pas de proposition ». Nous, on avait fait... Se mettre en groupement, enfin que ces mecs soient à la tête d'un truc. Et puis même de faire un port où il y a juste accueillir 2 ou 3 bateaux, faire un truc de réparation, tu fais la réflexion. Comme tu vois des bateaux de luxe, parce qu'il ne faut pas me faire croire, on voit des gros paquebots, des cargos qui passent, tu as quand même des bateaux de luxe qui passent ou qui s'arrêtent ici. Donc s'il y avait un port d'accueil 24 heures ou 48 heures, faire une petite réparation, ben tu lances l'aspect économique. Mais non, on n'a jamais été écouté là-dessus. C'est pour ça qu'on s'était battu, on s'était tellement bien battu là-dessus, que toute la marina de Cherbourg, là, qui avait été refaite, c'est nous, et on s'est battu pour s'imposer. Et c'est à l'époque, c'était Jean-Pierre Godefroy, qui était encore le maire, hein. Mais je te dis pas, avec le syndicat de la CUC, avec le syndicat de la ville, hein, mais on s'est bagarré, parce que normalement ça devait être une boîte de Bordeaux, je crois, qui devait le faire, ou je sais pas quoi, enfin du Midi, par là, enfin en redescendant. Alors on a dit non, ça doit nous revenir. Et ben putain, on s'est bien battu et on l'a fait. Ouais. Je me rappelle, je vois encore les gars chez nous. Ils râlaient, mais ils l'ont fait. Ouais. Et puis on leur a voulu, mais on voulait leur faire voir que localement, il était possible de faire. Au lieu de laisser tomber son entreprise, et donc on était parti du principe qu'à un moment donné, une ville, donc la mairie, putain, elle ne pouvait pas laisser tomber son chantier naval. Donc à un moment donné, s'il y avait un coup de pouce à y donner, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Et là, Jean-Pierre Godefroy, parce que je me rappelle, il y avait une boîte, je crois que c'était du côté de Bordeaux, qui était beaucoup plus spécialisée que nous en la matière, et qui devait faire les fameux pontons. Et nous, on a dit non, c'est nous qui allons les faire. Mais on s'est bien battu, on les a fait. On a démontré quand même que c'était possible. Alors, en local. Si on veut continuer un peu pour avancer, en 88, malheureusement, en juillet 87, malheureusement, les lettres sont tombées. Alors, donc, combien de licenciements ? 250. 250, la première bordée, là. 250 lettres sont tombées. Donc, malheureusement, on a... Donc, je te dirais pas avec tout le suivi de reconversion, mais bon, il y en a beaucoup qui sont restés sous carreau. Tu sais, la CGT, à l'époque, on disait le congé de conversion, le piège à con. Bon. Et on se foutait de notre gueule quand on disait ça à l'époque. Et la CFDT était partie à fond là-dedans. D'ici. Ils ont accepté de participer à la cellule. Ils ont même participé à la cellule. Et Morvan est devenu à la fin le président. Le fils Morvan est devenu le président. Là, je vais te dire, donc, on avait les boules. C'est bon. Les reclassements. À la limite, on a ça sur le cœur quand même. C'est vis-à-vis des copains, hein, parce que alors que, comme je te disais tout à l'heure, si on avait investi l'argent et tout. Et Rosario, c'était ça, hein, Puret, il a réussi après a repris, et là il continuait. Donc c'est après, donc on a eu le PAN pendant 2 ans, avec un chef du personnel qui était bénévole. Soi-disant bénévole. Bénévole. À l'épée. Il faisait du foie gras. Il faisait toujours les... foie gras, il y avait les boutons partout, mais bon. On le faisait dans le bureau. Et il venait là, soi-disant, c'est mon ami, je viens, c'est mon ami. On a eu pendant 2 ans,
je dirais, de misère de personnages dans l'entreprise. Syndicalement. Parce que nous, non, pas syndicalement. Non, mais quand je dis syndicalement, c'était pénible. C'était pénible. Parce que on avait le PAN qui arrivait, qui nous disait: oh, j'ai failli signer un contrat de 60 bateaux avec la Libye. Et le mec, il vient de sauter sur une bouteille à gaz. Des trucs comme ça. Le mec, il arrivait en réunion de CE en retard, parce que il était dédaigneux. Et les syndicats, il n'aimait pas. Puis nous, alors en plus, il nous aimait pas. C'était clair. Et ben le mec, il arrivait, il avait le culot, il s'assoyait à peine, il disait: ah, je dire que j'ai failli signer un contrat. Oh, putain. Tu dis, c'est pas possible, mais il se fout vraiment de notre gueule, quoi. Un vrai pan, quoi. Un vrai pan. C'était un mec qui avait fait à Causeloire des recherches sur les responsables syndicaux. Il faisait mettre des caméras et il faisait même des pressions dans la vie des gens. Sur la famille. Ouais, sur la famille. La femme, on avait les appris, enfants. parce que c'est des collègues, on avait pris contact avec notre fédération, parce que pour connaître un peu... qui c'était ce gars-là. Tout le monde cherche à avoir des connaissances. Hein. Nous, tout nouveau patron qu'on a eu, enfin un patron donc, directeur, pendant 2 ans, on voulait savoir qui c'était. On a eu ça. Et puis est arrivé Ravier. Et après est arrivé Ravier. Ravier, qui a été nommé un peu directeur. Oui, c'est ça. Directeur général. Et qui, lui, c'est en 91, dans les années 90-91, et qui a... Bon, il nous a écoutés, et puis c'était le général des armées. Bon, je sais pas les galons là-dedans. Hein. Contrôleur général des armées. Oui, contrôleur général. Moi, je connais rien. C'est-à-dire qu'il avait contact avec toutes les marines étrangères. Et qui connaissait bien le préfet de la Manche, Andrieux. Bah oui. Ils étaient copains ensemble. Et Andrieux, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontrait, il est devenu le porte-parole à Jacques Chirac, quoi. Bon, quand on se rencontrait, donc il avait fait un tour de table avec avec des amis, notamment Safa. Entre autres, il y avait Safa. Donc ils ont tenté de créer une société pour acheter les CMN. Alors là, ils avaient fait une démarche en sachant que c'était Safa qui voulait racheter ça. Donc on peut rappeler qui est Safa, peut-être. Safa, c'est maintenant l'actionnaire principal. Safa, c'était un des personnages qui a participé à la libération des otages qui étaient au Liban. Les 3 otages. Entre les 2 tours d'élection présidentielle de l'époque. Donc en fait, c'est un financier libanais, un homme d'affaires qui travaille beaucoup en Arabie Saoudite. C'est ça. Entre autres, et surtout les pays arabes. Entre guillemets, c'est vrai on pense que sa zone d'activité est sur le Liban, mais il travaille beaucoup pour le temps français. Donc là, on était confronté quand même à des oppositions locales. Oh la vache. Ouais. Ah oui. Fortes. Ah oui. Très fortes. Je me rappellerai d'un débrayage qu'on a été à la CUC. Et on a fait le texte, faire signer le texte. C'est que les politiques locaux n'étaient pas chauds que ça soit. Donc il fallait Beauvois signe le courrier pour le rachat par la société. Et donc on a dit on ne choisit pas notre patron. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver notre boîte. C'est sauver notre boîte. Et les emplois. Nous, c'était notre combat. C'est ce qu'on s'est battu. On a fait des pétitions, on a fait des rendez-vous. Et puis un jour, on était avec le personnel à la CUC. Il y avait Godefroy. C'était Cauvin qui était président. Cauvin. Et donc, de là, il a fallu. Je pense que, à la limite, je tirerais mon chapeau. Je dirais que Godefroy était un petit peu plus malin que Cauvin à l'époque, en disant, bon, ils veulent qu'on envoie un texte à Beauvois pour qu'il signe le feu vert de la vente, parce que on attendait que ça. Bernard Cauvin ne voulait pas. Cauvin ne voulait pas.
voulait pas faire la démarche. Hein. Non, Et parce c'est que Jean-Pierre Godefroy qui lui a dit à un moment donné, bon, dis donc, va falloir qu'on décoince l'affaire, là. Hein. Donc, ils veulent qu'on écrive au Premier ministre, eh ben, t'as pas le choix, en tant que président de la communauté urbaine, tu vas le faire. Et donc, il est venu, on l'a accompagné jusqu'au fax, hein. Je te jure. Les gars lui ont dicté, dans l'hémicycle, qui est encore aujourd'hui, hein, l'hémicycle de la CUC, les gars étaient là-dedans, ils lui ont dit, maintenant, Nanar, tu vas nous écrire ça. Oh, non, mais je peux pas. Tu vas nous écrire ça. Puis là, ça commençait à être chaud. Hein, ouais. Il a bien vu, à un moment donné, Godefroy il a fait signe, il a dit, oh, tu fais, il a dit. Ouais. Il a dit, tu fais. Et mon Nanar, mon Bernard Covin, il avait les boules comme ça. En plus, c'était les mecs de la CGT. Alors ça, c'était encore... c'est assez détiste. Bon, voilà. Donc, il l'a fait. Et puis un cateau. Et on lui a dit, tu le faxes, mais tu vas le faxer devant nous. On va avoir la preuve que tu l'as bien faxé. Oh putain, on l'a accompagné jusqu'au fax. Hein. Et on lui a dit, maintenant, tu appuies sur le bouton. Là, tu l'envoies. Et bien, il a envoyé ça, c'était Matignon, il me semble. Enfin, ouais, ouais. Il a envoyé ça à Matignon, à Bérégovois. Alors après, est-ce que c'est ça qu'a joué, qu'a pas joué, je ne peux pas te dire. En tous les cas, il avait un aval positif des politiques locaux. Donc nous, on avait un poids déjà, on a dit bon, ben, parce qu'après, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Une fois qu'on avait enclenché le processus, ils ne pouvaient plus faire la marche arrière. Donc après, ils ont été obligés de défendre aussi avec nous le fait que, bon, ben, après tout, même si c'est un Libanais, un franco-libanais, ben, après tout, il faut peut-être mieux sauver quand même le chantier à Millau. Et on avait la population, et heureusement. Et là, les gens étaient derrière nous. Heureusement, la population était derrière nous. Moi, j'ai toujours dit, même syndicalement, les syndicats locaux, bon, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas assez intervenus. On ne peut pas avoir la portée qu'on voudrait avoir, mais on sait que ce soit les organisations syndicales, CGT, de toutes les locales de l'agglomération, même voire départementales et nationales, et aussi la population, on peut dire qu'on a toujours eu, dans toutes ces périodes-là qu'on raconte, un accueil favorable. Plutôt favorable. Hein. Oui, là, un très bon soutien. Et donc là, eh ben, on a attendu quelques temps, et puis en fin de compte, le feu vert est tombé. Bérégovois a signé le décret, je crois, la veille de la date limite. La veille, je crois qu'il a signé. La veille au soir, où il a mis l'aval positif du gouvernement. Quand on a eu ça le lendemain matin, on a dit OK. Hein. Parce que entre Madelin avant, qui voulait fermer les CMN, et après le gouvernement socialiste qui était là, et qu'il a fallu, même en se battant, mais on a réussi quand même à les faire changer d'avis. Et puis la preuve, c'est que... Mais je pense que quand même, on a dit... cette victoire-là, on a eu chaud, elle est due au personnel, à la mobilisation, elle est due, comme je disais, à la mobilisation, mais c'était quand même contre la casse, déjà dans l'esprit de l'Europe, du chantier naval. Et donc c'était quand même un succès moi je mesure aujourd'hui, parce que les gens ne mesurent peut-être pas. Aujourd'hui, le chantier serait fermé. Et moi, je dis que depuis quand même 1992, on est en 2012, le chantier est toujours là. Et on peut faire valoir de la construction navale. Et moi, j'estime que quand même, c'était une grande victoire peut-être que les jeunes ne ressentent pas, mais moi, et même j'en ai discuté avec Denis ce matin un petit peu, quand même, on ressent quand même le combat qu'on a mené, et c'est quand même quelque chose d'important, parce que aujourd'hui, ça serait quoi? Des résidences. Ça serait la continuité de ce qu'il y a là, qui sont en train de continuer. Et moi, quand je dis les éoliennes, ça me fait peur un peu, c'est parce que... c'est pour ça que je leur dis aux copains de continuer de se battre, parce que ça sera plutôt des ateliers de location et tout. Ici, par contre, et c'est pour ça que je vais revenir encore à un autre dénouement, c'est qu'en 2000, donc, on a eu quand même pas mal de copains qui sont partis dans le cadre de l'amiante. Ah oui. Savoir-faire, c'est un savoir-faire. Depuis 2000, c'est quand même 300 personnes qui sont parties dans le cadre du décret amiante. Hein. C'est un plan social. On a eu un plan social aussi qui a passé, c'est en
quelle année 2000, Sur les... 2005, il y avait 40 personnes qu'on a réussi à négocier, à sauver une quarantaine d'emplois, parce que Ravier, justement, voulait mettre un plan social avec SAFA pour essayer de justifier. Mais bon, c'est un plan social qu'on a réussi, parce qu'au travers de ce plan social, on a réussi à faire muter des gens. Il n'y a quasiment pas eu de licenciement. Il n'y a pas eu de licenciement, c'est parce qu'on a réussi, entre les décrets amiantes on a et tout. réussi, il fallait convaincre aussi, nous, il fallait convaincre aussi les salariés, Les salariés, qu'il fallait qu'ils changent de poste de et travail. tout. S'ils ne changeaient pas de poste de travail, c'était Aujourd'hui, foutu, c'est- quoi. On ne c'est pourrait pour plus rien ça. faire pour eux, quoi. Et donc, mais jusque la dernière personne, même la petite secrétaire, à un moment donné, est obligée de changer son boulot, parce que si tu veux, à un Mais moment elle est donné, restée aussi, tu mais coûtes au travers à l'entreprise, tu ne d'un- rapportes rien. d'une mutation. Voilà. Donc, nous, j'aime pas ce terme-là, mais entre les productifs, dits productifs, et les dits improductifs, eh ben, à un moment donné, l'entreprise elle dit, bah, attendez, là ça me coûte cher, hein. J'ai tant de productifs pour tant d'improductifs. Ah, ouais, ça ne peut pas durer comme ça. Sauf que tu t'aperçois que quand il y a un plan social, on tape toujours en masse dans les productifs. On tape pas dans les improductifs. On tape dans les productifs. C'est un monde, le monde économique est un monde compliqué. Compliqué. Voilà. Et donc, à un moment donné, nous, forcément, quand on sentait le vent venir et qu'on risquait d'avoir un conflit, aussitôt on se disait, ils vont taper dans quoi? C'est chez nous qu'ils vont taper. Ils vont pas taper dans les cadres, machin et bordel. Hein. Ceux-là, d'abord, Madame Amieux disait toujours à une époque, mais non, mais on licencie pas dans ce monde-là. Voilà, tu vois, on licencie pas. On négocie. Non, c'est la personne qui s'en va. Ah, ben, parce qu'on pourrait raconter des petites anecdotes, mais, parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourrait raconter des anecdotes, parce que je me rappellerai. La seule chose positive de 72 à aujourd'hui, si je puis dire, la chose qui a été positive à une époque, c'est quand il y a eu Le Pensec qui a été ministre, et nous, on a eu les premiers plans Ah, je me souviens. pour les pré-retraites après à l'élection de Mitterrand. 55 ans. Les mecs partaient à 55 ans. Mais c'était pas le même état d'esprit Ah non. qu'aujourd'hui. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Ah, je me souviens à Chantraine avec Denis, on l'a chopé et on a signé le contrat de solidarité. Contrat de solidarité. Premier contrat. Et, ouais, c'était là. Et qu'on avait 100 personnes pour partir, mais 100 personnes rembauchaient des gens. Par contre, derrière ça, tu avais Et de donc, l'embauche. c'était Ah oui. c'était Il y avait une promesse d'embauche première, derrière. ouais. On avait bataillé Putain, c'était ferme. bien, ça. et- C'était en 80. 81. 81. Bah après, non, Bah, c'était 82. après. Mitterrand est arrivé en 81. Ouais, après, Donc c'était 82. 82, dans la foulée. Enfin, la foulée, un an après. Le 82. seul truc de Mitterrand qu'on n'avait pas apprécié, c'était les 35 heures. La diminution des horaires. Il avait dit, on ne comprend pas qu'on avait été dans la Ah, rue. ouais, non, mais attends. On était un peu révolutionnaires. Mais Moi, j'étais autrement, toujours, moi. parce que j'en allais oublier quand même cette période-là, il faut quand même la citer, parce que c'était une période, on avait eu quand même 80 mecs, oui, 80 je crois pour loin, Ah ouais, qui étaient partis, Centaine. une centaine même, qui étaient partis dans ce fameux plan entre Sauf guillemets, qu'à l'époque- social de pré-retraite, Ouais. mais sauf que derrière, tu avais l'engagement de l'État et de la direction Ouais, mais- par lequel il y aurait de Tu l'emploi. avais un autre problème, c'est qu'à l'époque, les gens, partir à 60 ans, ils ne voulaient pas. Mais contrairement à aujourd'hui, où Aujourd'hui, à 55 ans, tout le monde veut se barrer. même à 50 ans, Même à tu te 50 barres. ans, tout le monde veut se Mais à barrer. l'époque, fallait donner un coup de pied aux gens. Et leur parce mettre le pied qu'ils- au cul. Ouais, ils Bah, ils se sentaient tenaient pas- à leur entreprise. Ben oui, mais Ils étaient, voilà. je sais pas, aujourd'hui, une personne qui part sur un Akata à 50 ans se fait à la vie. Qu'à l'époque, eh ben, les gens, et effectivement, moi, pour avoir côtoyé, comme je m'occupais de la section retraitée, et c'est vrai que beaucoup de gens partaient à 60 ans, et ben, ils restaient enfermés chez eux, dans leur fauteuil. Il y avait, il y avait la fatigue du travail, il y avait pas l'état d'esprit de loisir, il n'y avait pas bon, il y avait celui-là qui avait son petit jardin, mais qui restait, mais il n'y avait pas, et c'était une difficulté à ce que les gens partent. Puis les mecs, enfin, faut le dire aussi, à l'époque, moi, j'ai connu ça, mais même moi, quand je suis parti, CMN, c'est ce que je me dis, j'ai pas gagné de l'or et loin s'en faut, mais j'ai appris beaucoup à travers cette entreprise-là.
Et si j'ai ma famille, et si j'ai pu les nourrir, c'est parce que j'avais ma boîte. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est pour ça que voilà, je me bats pour qu'elle ne ferme mais pas. À l'époque, on était, enfin, je sais pas, on était fiers. Enfin, il y avait une certaine fierté aussi. CMN, c'était pas sa direction, tout, on en avait rien, enfin, je veux dire, quelque part, on n'avait rien à faire. Mais d'appartenir à CMN, c'était important. Chantier Amiot, c'était important. Et il y avait un peu d'orgueil, un peu de fierté là-dedans. Voilà. Alors qu'on gagnait 2 francs 6 sous. Et voilà. Mais ça n'empêche, on était fiers d'appartenir à cette boîte-là. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait peut-être aussi ce combat qui a été mené. Moi, en tout cas, depuis 1975 jusqu'à ce que je parte, fin 2007, ça a été fait que de ça. Ça a été fait que de ça. Voilà, mais avec des hauts et des bas, malheureusement plus souvent de bas que de hauts, mais parce qu'aujourd'hui ils sont encore, c'est triste de dire ça, ils sont encore 360 à peu près. Ouais, 360 encore. Là. Mais quand tu vois que sur les 360, tu as plus de gens dits improductifs que de gens productifs, tu te dis, mais comment qu'elle tourne cette boîte-là? Hors micro, mais tu dis, comment elle tourne? Et ça aurait été nous à notre époque où ils faisaient des plans sociaux, on ne serait plus là depuis longtemps. On ne serait plus là, mais pour les mecs, moi je les plains. C'est pour ça que les mecs ils cherchent à partir quand c'est pour l'amiante et ça. De sitôt qu'il arrive à 50 ans, les mecs s'ils ont leurs années et que ça permet, ils peuvent partir. Ils partent parce qu'ils ne voient plus d'espoir, ils ne voient plus d'avenir là-dedans. Et donc, à un moment donné, c'est l'effet inverse de ce que nous, on a pu connaître, qu'on était fiers de notre boîte, voilà, puis qu'on s'est toujours battu pour qu'elle continue. C'est qu'à un moment donné, ils sont écœurés. Ils ont un bateau. Ils mettent je ne sais pas combien de temps pour le sortir. Ils ont du retard, pas possible. Les mecs ils disent mais bordel si on faisait comme ci ou comme ça, mais ce serait 2 fois plus facile et on avancerait 2 fois plus vite. Eh ben non quoi. Alors ils disent mais non, tous les responsables nous disent ah ben non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous allez appliquer, ça va être ça. Et ils disent on perd un temps fou. Mais ça fait maintenant des années que ça dure et que ça perdure. Donc, à un moment donné, ils sont en train d'écœurer les gars. C'est ça le problème. Ils sont en train de les écœurer. Et donc, de sitôt qu'ils peuvent se barrer, ou alors quand CMN en a formé, ils recrutent quelques personnes qui sont, ma foi, pas trop mauvaises. Une fois qu'elles sont vraiment formées et qu'elles pourraient, là, par contre, te rapporter, CMN les laisse partir. Parce que quoi? Parce qu'eux, ils ont trouvé autre chose de plus intéressant. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais jusqu'où la bêtise humaine peut aller, quoi. À un moment donné, attention, quoi. Attention. Nous, ce chantier-là, moi, ce que je dis, j'ai 56 ans passés, mais s'il faut revenir ici, devant les barrières, il faudra défendre l'outil, on sera là. Hein. Non, on sera là. Ça fait 7 ans que je suis parti, tous les lundis matins, presque tous les lundis matins, je viens là rencontrer les gens, les anciens, les jeunes, pour défendre l'entreprise. On a vécu d'autres périodes, d'autres éléments dans la vie, tout. On a tellement vécu que, on en donne, mais ça va revenir au fil du temps, tu vois. Oui. Moi, j'en ai vécu tellement, quand on a bloqué le PM... le patrouilleur sur la voie. Non, c'était un Français, mais un Français qui avait du mal à monter. Oui, mais le bateau marocain. Le maire de Saint-Roch qui a brûlé sa voiture sur le boulevard. L'ancien maire. Non, il était maire à l'époque. Oui, mais l'ancien maire. L'ancien maire. Ouais. Pinto. Ouais. Il a putain, on bloquait le boulevard. Il était à moitié bourré, cet innocent-là. Parce qu'il picolait, il fallait voir. Le matin, il était à moitié bourré, je me rappelle, il a foncé dans le feu. Mais ce qu'on a, les roues de sa bagnole sont restées dans les pneus qu'on avait mis. Il a failli cramer avec la bagnole, je te dis pas. Là, tu rigoles plus. Hein. Mais l'autre, il a foncé, il a cru qu'il allait passer. Complètement taré. Et qui c'était? Pinto. Alors, quand toutes les histoires qu'on a eues, c'est... Non. Et quand avec le pape, mais il n'est plus là, alors. Mais avec le pape. Dans les bureaux qu'on volait. Et accueillir la lance à incendie. L'huissier. Lance à incendie complètement. Allez. Il y en a plein d'épisodes comme ça, mais bon, c'est pas l'essentiel. Oui. Non, ça fait partie de la lutte, ça. Non, c'est des anecdotes. Voilà. Et quand la mère Amiot nous avait dit, on était en conflit, il y avait un lancement de bateau, et que la mère Amiot nous dit, fallait me le dire, les gars. Je vous ai ramené un petit tonneau de vin. Et qu'ils ont engueulé Christian alors qu'il n'avait jamais été vulgaire.
Bah oui, oui, oui. Non. Ça, Attends, et la mère Amiot nous dit mon Darino, qui Tout le était monde veut de l'argent. député à l'époque, Madame Amiot, faut négocier. Mais ils veulent de l'argent, faut négocier. Mais monsieur le député, moi aussi je veux de l'argent. Oh là, parce qu'elle elle avait une petite voix comme ça, toi. Mais oui, mais monsieur le député, moi aussi je veux de l'argent. Il s'est fait blackbouler. Hop, mon Darino. Hop. D'abord les mecs, ils disent oh, Darino, bon à rien. Moi, mais il était député Moi- à l'époque. Il y avait quand même, c'était autre chose qu'aujourd'hui, quoi. moi, ma réflexion, c'est que je travaillais pendant 34 ans au CMN. Moi, je dis que c'est une entreprise quand même qui m'a fait vivre, qui a fait vivre ma famille, et que je dis que je souhaite que demain ça fasse vivre d'autres familles et d'autres enfants, parce que c'est la vie économique de Cherbourg et puis de son agglomération. Même si aujourd'hui les gens habitent un peu en dehors de la CUC, c'est la vie économique. Et c'est ça l'essentiel. Et je dis que si le syndicat CGT ne s'était pas battu, n'avait pas fait des propositions, n'avait pas fait des dossiers, parce que le nombre de dossiers qui ont été remis et le nombre d'heures de réunion, que ce soit avec les ministres, que ce soit avec les députés, que ce soit... Mais aussi, il faut savoir tout le travail que les délégués faisaient pour préparer ces réunions-là, parce que c'est pas en une heure que tu prépares une réunion. On en a passé des nuits et des dimanches ici à préparer cette défense de l'entreprise. Oh, bah, le dimanche. C'est ça. Il n'y avait plus de jour férié. Hein. Mon truc, c'est que de dire que heureusement qu'il y avait des militants, et il y en aura encore demain. Il y en aura encore demain, parce qu'on travaille avec eux. Mais c'est vrai que le militantisme, il a changé. Aujourd'hui, il y a 8 jours, on a appris que, au niveau du ministère de Montebourg, il y aura nos 2 représentants, que ce soit nationaux, Thierry ou Lionel, Yo-Yo, qui seront, moi ça me fait plaisir, parce que c'est la continuité de la cohésion. Attends, à Bercy, nous, il y a été. Hein. Ah oui. C'était à Bercy. Hein. Et moi, je me rappelle d'une réunion qu'elle a fait à Bercy, avec l'autre fou, là, le breton, là. Un breton. Il pleurait au bout de la table, cet enfoiré-là. Et on avait devant nous un dénommé Joseph, du ministère de l'Industrie. Ah putain, le mec, c'était pour le partage des les navires entre Dieppe et puis nous. Là, je peux dire que ça avait vlodé aussi. Hein. Pilote, il ôte aucun état d'âme. C'est pour ça, moi, faut fermer, on ferme. Oh, voilà. Puis il dit ça comme ça, aussi froidement. Mais non, vous savez, s'il faut fermer, on ferme. Nous, qu'on était là pour sauver notre chantier. Moi, je me verrais mal de plus venir au local. Me verrais mal de plus venir au local demain, accueillir les anciens et de recevoir les jeunes. Et ça, c'est tant que le local est là, ça veut dire que l'entreprise est là. Ah ben ça, c'est clair que le jour où ils enlèveront ces locaux-là... Et on s'est battu pour les avoir. Ah oui, et pourtant... Ils nous ont mis à l'intérieur. à l'époque, ils voulaient... Voilà, parce que quand on a dit, oh putain, ils voulaient nous envoyer à l'extérieur. Oh, on a dit, oh là là, non. Donc ils nous ont construit ça. Même s'il y a de l'amiante, mais bon, je me ferai... J'en ai, alors c'est pas grave. Oh ouais, moi aussi, je suis plombé. Mais j'ai dit, non, on leur a dit, non, ce sera à l'intérieur de l'usine. Oh non, Dieu, parce que ça, ce terrain-là, il appartient à ça même.